Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'ai grand plaisir à vous retrouver et à vous présenter aujourd'hui, 14 septembre 2007, le 22e numéro d'Entre nous soit dit. 22e numéro qui va nous permettre de faire un point général sur la situation de la France et la situation de la France dans le monde. Et je ne pouvais avoir meilleur invité que Jean-Christophe Monique. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Claude. Jean-Christophe qui est un de nos observateurs les plus avisés, qui est bien connu évidemment de tous ceux qui suivent notre télévision et qui, au cours de nombreuses émissions de radio que nous avons faites ensemble, a pu faire la démonstration de l'acuité de ses jugements et du bien fondé de ses jugements. Et je pense qu'il était effectivement très utile en cette rentrée de l'automne 2007 de voir si les espoirs nés chez certains après l'élection présidentielle se confirment ou non, et si ceux qui exprimaient des doutes et qui avaient même des certitudes sur le peu de résultats à attendre sont ou non confortés dans leur analyse. Alors Jean-Christophe, le premier problème, bien sûr, qui se pose au pays, même si ce n'est pas celui qui est traité en priorité par les médias, c'est la crise économique. Plus exactement, la situation économique de la France dans un monde qui, lui, n'est pas en crise, puisque tout va bien au plan économique, la croissance mondiale est de l'ordre de 5%, la croissance européenne n'est pas si mauvaise que cela, il y a même des pays qui marchent très très bien, comme l'Espagne, l'Irlande et même l'Allemagne qui repart. Et donc nous sommes dans une situation où seule la France fait figure de mauvais élève. Alors, je serais tenté de vous dire, mais est-ce que quand on est un cancre pendant très longtemps, on peut un jour devenir un bon élève? Il suffit de se mettre à travailler. Parfois, il faut avoir les capacités et le courage. Donc peut-être que les Français ont encore les capacités de redevenir brillants et numéro un. Je ne les sens pas en avoir la motivation. Je note une fatigue générale qui est intellectuelle, je pense, et qui s'illustre très bien en fait par cette frénésie sur le sport. C'est tout à fait emblématique des peuples qui ne veulent plus travailler. Donc ça fait vraiment penser à l'Union soviétique ou l'Empire de Rome avec du pain, du vin et les jeux du cirque. Et pour moi, cette hystérie qui a suivi, qui a débuté en fait la Coupe du Monde de rugby, où on a vu cette photo emblématique de Courrier International qui tapissait les couloirs du métro avec une une particulièrement bien choisie. Pourquoi la France fait peur? Et il y avait un joueur de rugby, banc bleu, et tous les Français, il y avait 70% des Français qui étaient persuadés, selon des sondages effectués, que la France allait gagner la Coupe du Monde de rugby. Alors que la France n'a jamais brillé dans la Coupe du Monde de rugby et qu'elle n'a jamais battu les grosses équipes de rugby que sont l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Elle les a quand même battus de temps en temps, mais en tout cas rarement, pas dans la compétition. Elle a failli gagner une fois la Coupe du Monde, elle était en finale. Oui, mais disons que, bon, au cours de ces 8 dernières années, elle n'a pas brillé de manière incroyable. Il y a juste ces 2-3 derniers matchs de préparation qui ont été bons. Et contre l'Argentine, la France avait perdu les 5 fois sur 6, les 6 dernières fois où on les avait rencontrés. Donc il y avait a priori de grandes chances pour que les Argentins nous battent. Et on a vu une équipe de France qu'on annonçait première être complètement stérile, angoissée, nerveuse, elle n'a pas joué. Et je crois que c'est à l'image du peuple français qui s'imagine qu'il est le meilleur du monde, qu'il a le meilleur système de santé du monde, qu'il a un système qui intègre les immigrés, contrairement au système anglo-saxon, qu'il aurait un système qui permettrait de prendre sa retraite plus tôt et dans de bonnes conditions, qu'il aurait un système avec des services publics merveilleux, des services, ne parlons pas du service du système d'assurance maladie que vous tentez de pourfendre, mon cher Claude. Et puis, bon, on voit des gens qui sont surirradiés. C'est un nouveau terme qui vient d'apparaître, et ce sont par centaines des Français qui ont été brûlés alors qu'ils se faisaient traiter pour de graves maladies de cancer, uniquement parce que les notices étaient en anglais et que les soignants qui manipulaient ces engins, qui valent des fortunes, ne comprenaient pas les notices en anglais. Et donc ce sont des milliers de Français qui ont des brûlures et qui sont dans une souffrance dramatique. Et c'est ça le meilleur système de santé du monde.
Et donc je crois que les Français ont une grande capacité pour s'auto-intoxiquer et s'imaginer qu'ils sont un peuple fort, mais aujourd'hui c'est un peuple qui ne travaille plus depuis, on va dire, les 35 heures, mais on va dire que ça a commencé avec les fortes indemnisations du chômage sous Giscard d'Estaing, où certaines personnes arrivaient à gagner plus en étant au chômage, en suivant des petites formations, que lorsqu'elles travaillaient. Donc là, on peut dire que le système s'est mis à dérailler. Et il y a eu une hausse des prélèvements obligatoires phénoménale qui a été ensuite accrue par les années Mitterrand, le socialisme, où on s'est imaginé qu'on allait créer une société de non-travail. Et puis on a eu un président qui ne travaillait pas, c'était Jacques Chirac pendant 12 ans. Et aujourd'hui on a un président médiatique mais qui ne fait rien passer comme projet de loi fondamentaux. Et donc je ne vois pas que les performances de la France, qui sont très faibles sur le plan économique, rappelons que 0,3% de croissance pour le deuxième trimestre en France, donc ça a déçu tout le monde, mais il suffit de regarder les fondamentaux. C'est un pays dans lequel on est surtaxé, dans lequel il y a des réglementations énormes, et rien, absolument rien, ne peut remettre la machine en ordre, en tout cas absolument rien de ce qui a été décidé, et il n'y a aucun élément, c'est pas parce que M. Sarkozy utilise mieux les médias que Jacques Chirac que la France va redémarrer. Alors précisément, ce constat que vous venez de dresser d'une manière calme, souriante mais impitoyable, ce constat semble assez largement partagé par l'opinion publique en France, même si les médias ne le retransmettent pas d'une manière crédible, en tout cas très insuffisamment, et je rencontre beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont totalement démoralisés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui aimeraient que la France se remette au travail, que la France règle les problèmes qu'on peut régler. Aucun des problèmes français n'est insoluble, même si certains sont difficiles. Et je crois que cette démoralisation se traduit chez eux par le syndrome de la couette, c'est-à-dire qu'on se met sous la couette parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Pour regarder un match de rugby. Pour regarder un match de rugby. Et donc, on peut quand même regretter que cette élection présidentielle, qui a quand même été, d'une certaine manière, un choc, car les propos tenus par M. Sarkozy sur la rupture ont vraiment rencontré l'adhésion populaire. Les Français savaient, comprenaient qu'il fallait une rupture. Peut-être que tous n'y mettaient pas le même contenu, mais en tout cas, tous disaient on ne peut plus continuer comme ça. Or, on s'aperçoit que non seulement on continue comme ça, puisque les quelques réformes faites par l'équipe gouvernementale sont quand même relativement superficielles, d'une part, et que d'autre part, les gens constatent ce que nous savions très bien, que l'équipe actuellement au pouvoir n'a pas de programme. En réalité, ils ne savent pas quoi faire, d'où un nombre incroyable de commissions, de hauts comités, de hautes autorités, enfin je ne sais plus comment on les appelle, de commissions Balladur, commissions Attali, qui sont chargées en quelque sorte de donner des informations que tout le monde a depuis 20 ans ou 25 ans. Donc on amuse le tapis avec ça, on amuse la galerie, et le résultat de tout cela, c'est que, premièrement, sur le plan du calendrier, le temps passe. Nous sommes maintenant à un peu plus de 3 mois de la prise de fonction de M. Sarkozy, d'une part, et que d'autre part, tous ceux qui connaissent le processus de réforme et qui l'ont observé dans des pays étrangers, et même en France, certaines fois, savent qu'il faut frapper vite et fort. Dès qu'on est élu, surtout sur un programme comme celui-là, car enfin, M. Sarkozy est élu sur un programme qu'il pouvait mettre en œuvre aussitôt, eh bien, si on ne le fait pas dans les toutes premières semaines, on ne le fait plus. Et je crois que c'est une des raisons également de la sortie de François Fillon sur les régimes spéciaux. Je crois que la presse n'a pas bien analysé, en tout cas la majorité de la presse, n'a pas bien analysé l'événement. Je crois qu'il s'agit en fait d'une rupture extrêmement sérieuse. Alors non pas, bien entendu, avec des conséquences immédiates, mais qui va forcément en avoir à terme. On est, me semble-t-il, vous allez dire si vous partagez ce schéma, dans un mélange de schéma Chirac-Giscard, quand Chirac déclare qu'il n'a pas les moyens de gouverner, et Pompidou-De Gaulle, quand Pompidou se met en réserve de la République. Donc cette attitude de François Fillon dénote, à mon avis, que, selon lui, Nicolas Sarkozy n'a pas réellement l'envie de réformer, et qu'il ne s'en donne pas les moyens. Et donc, Fillon, tout naturellement, se place en réserve de la République. C'est la règle du jeu dans la Ve République. Alors que pensez-vous à la fois de ce rythme des réformes et de cet aspect qu'on pourrait qualifier d'un peu politicien? Après tout, Fillon en réserve, ça ne fait pas une bien grande réserve. Oui.
Je crois que vous avez entièrement raison de mettre le doigt sur la réunion des commissions en tout genre, puisque ça fait 30 ans que les commissions se réunissent et que sur tous les sujets qui sont débattus, on doit pouvoir trouver au sein du Conseil économique et social du Sénat ou de l'Assemblée nationale moult rapports qui ont été pondus sur ces sujets et qui ont été enterrés. C'était Ségolène Royal elle-même qui disait que M. Sarkozy demande à M. Attali un rapport sur les freins à la croissance, mais que M. Pébreau lui en avait sorti un il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi. Il avait dit qu'il en avait fait son livre de chevet. En fait, on sait que Nicolas Sarkozy ne lit rien, donc il ne peut pas avoir de livre de chevet puisqu'il ne lit rien d'autre que des journaux et des notes. Et donc, c'est refaire éventuellement ce qu'un autre haut fonctionnaire avait dit et ce que d'autres hauts fonctionnaires avant lui avaient dit de manière assez lucide sur les blocages de la société française. Donc, vous avez raison, on endort les gogos en leur disant... alors évidemment, s'il y avait un côté pédagogique, j'explique aux Français, voilà, les régimes spéciaux, les retraités des régimes spéciaux gagnent 4 fois plus par rapport à ce qu'ils ont cotisé que des ouvriers de chez Peugeot ou des cadres de chez Peugeot. Donc il y a une injustice. Et puis on aurait mis ensuite en parallèle les régimes de la fonction publique avec des fonctionnaires, avec ceux du privé, en disant voilà, ils ont des régimes de retraite qui sont 2 fois plus avantageux que ceux du privé. Donc on aurait fait une grande explication pour convaincre l'opinion publique et ensuite on aurait fait passer les réformes. Donc là, ça avait un intérêt, une préparation du terrain psychologique, et ensuite les gens se seraient dit, il n'y a aucune raison que on ne savait pas que les cheminots gagnaient autant quand ils étaient à la retraite avec de telles conditions préférentielles, donc nous sommes d'accord, c'est injuste, ce sont des privilèges scandaleux, nous allons les abolir. Donc là, ça aurait eu un intérêt. Mais réunir des fonctionnaires, acheter des journalistes ici ou là pour les faire participer à telle et telle commission, là, pour le coup, ça n'a absolument aucun intérêt. Surtout qu'en plus, employer des gens comme M. Attali, qui font partie des grands penseurs du socialisme et du mitterrandisme, qui ont justement mis tous les freins à la croissance, il a tellement peu d'idées, ce pauvre homme, c'est pas parce qu'il a fait Polytechnique, ELENA ou je ne sais quoi, qu'il est obligé d'ouvrir des sites internet en espérant que les Français vont lui envoyer leurs idées. Ce qui est grotesque, on sait très bien quels sont les freins à la croissance, c'est le marché du travail, c'est le code du travail, c'est les taux d'imposition, c'est le niveau de la dépense publique et sociale. Donc c'est absolument absurde de demander à des gens de se réunir pendant des semaines pour discuter de ce sujet. Donc vous avez entièrement raison, on noie le poisson. Ensuite, quand vous parlez de François Fillon, vous pouvez avoir raison parce que finalement, il n'y a plus personne sur la classe, sur l'échiquier politique français. Il n'y a plus que Nicolas Sarkozy, point. C'est un schéma tout à fait nouveau, étonnant. C'est-à-dire que le Front National a disparu, ils ont fait 4%, ils sont ruinés, ils ont fait 4% en législative. C'est-à-dire que tous les candidats qu'ils présenteront dorénavant risquent d'être sous cette barre fatidique des 5% qui permet d'avoir un remboursement des frais de campagne. Donc il est possible qu'ils soient laminés littéralement. Le Parti Socialiste, il faut lire le livre de Claude Allègre, écrit avec beaucoup de férocité, sur ses camarades socialistes, en disant que les députés socialistes sont des fainéants. Il l'écrit lui-même, il dit, bon, il fut un temps où on avait des énarques, ces gens-là brillaient pas par le caractère novateur de leurs idées, mais au moins ils travaillaient. Aujourd'hui, non seulement ils n'ont pas d'idées, mais en plus ils ne travaillent même pas. Ce sont des fainéants, les Montebourg, Valls et autres, à part apparaître dans les médias, ils n'ont rien, ils sont complètement creux. Il dit lui-même, mais qu'est-ce que ça veut dire social-démocratie? Défendez-moi cette idée, expliquez-moi ces concepts creux. Or, il n'y a rien derrière. Et il le dit de manière très cruelle sur Ségolène Royal, en disant l'intelligence de Ségolène Royal, elle n'est pas sotte, mais c'est l'intelligence de Madame Michu. Oh ma pauvre dame, tous ces impôts, oh là là, c'est vrai que c'est lourd à payer, faudrait les diminuer. Bah, je les diminuerai. Oh ma pauvre dame. Bonjour chez vous. Oui, et bonjour chez vous. Et comme il est mignon, votre petit-fils, et vous avez du bon pain à la boulangerie du coin. Et
Monsieur le curé est très sympathique. Cette nouvelle mosquée qui va se construire ici, ça va nous faire de l'animation. Donc, c'est vraiment Madame Michu. Et il le dit, Claude Allègre dit ça dans son livre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça a été un haut dignitaire du Parti Socialiste, quelqu'un très proche de Lionel Jospin, qui a fait la carrière de Ségolène Royal en la prenant comme secrétaire d'État du temps où il était ministre de l'Éducation nationale. Il considère que c'était une des bêtises de sa vie. Exactement. Mais il dit, bon voilà, elle n'a aucune idée, elle n'exprime rien. Elle demande aux gens quels sont leurs avis, et puis elle dit, oui, vous avez bien raison. Et si vous voulez, c'est je pense que c'est vraiment la fin de la pensée. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est qu'on voit les notes des universités européennes sont catastrophiques, mais il y a quelques universités qui surnagent, en Suède, en Suisse et ailleurs. En France, c'est le marasme complet de l'université. Les gens refusent la sélection, refusent de travailler. Donc un pays comme ça ne peut pas avancer, sans compter qu'on intègre des millions et des millions de Français venus de cultures différentes, qui ne sont pas issus de culture industrielle et occidentale, et qui ont un rapport au travail qui est différent. Et donc tout ça fait que le pays est absorbé et plonge. Et quand on parle de 0,3% de croissance, de toute façon, il faut que les téléspectateurs soient bien conscients que ce n'est que de la croissance de la dépense publique. Donc si on retirait la hausse des dépenses sociales et des dépenses publiques, qui comptent pour plus de 50% du produit intérieur brut, eh bien en fait on est en récession dans le privé et on le voit tous les jours. Il y a encore un plan chez Peugeot pour réduire de 5% les effectifs en France, y compris les cadres. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite dans l'enseignement vers des métiers plus porteurs ou quoi que ce soit. On ne réduit pas que les main-d'œuvre et les ouvriers, on réduit tout le monde, on réduit aussi les gens qui apportent de la matière grise. C'est un pays dans lequel on ne peut plus travailler et c'est un véritable drame auquel nous allons être confrontés dans les années à venir. Les Français vont se réveiller de manière... ils vont être très étonnés parce que là, le président de la République avait 65% de l'approbation, il a perdu 5 points. C'est qu'un début, peut-être qu'il va perdre encore 10 points à l'occasion de si on fait un piètre score en Coupe du Monde de rugby. Ça montre que les gens sont dans une émotivité un peu particulière et qu'il n'y a plus de réflexion chez les Français non plus. Alors il faut peut-être resituer les événements que nous vivons actuellement dans un contexte un peu plus ancien, parce que rien ne naît du hasard, et nous avons décrit l'un et l'autre dans l'ouvrage que nous avons publié ensemble l'année dernière et qui s'intitule « La Révolution bleue est en marche » aux éditions François-Xavier de Guibert. Nous avons décrit pratiquement le processus qui venait très nombreuses années en arrière et qui allait se développer. Alors je dirais, peut-être immodestement, mais je crois que c'est la vérité, que la Révolution bleue a déclenché en grande partie le type de campagne de Sarkozy. Ça me paraît évident, c'est même établi. Quand on voit les slogans qu'on a utilisés, et même le fait qu'il a été jusqu'à prendre des écharpes bleues pour les mettre sur ses militants dans les dernières semaines de campagne. Et la reprise de nombreux arguments par ces nègres. Enfin bon, c'est M. Guénaud et d'autres qui allaient sur les sites de la Révolution bleue et qui reprenaient les arguments et se disaient tiens ça doit bien marcher et la population réagira. Alors ce qui prouve deux choses. La première, c'est que nous avions vu juste, en tout cas en ce qui concernait l'état de l'opinion et les solutions à apporter. Et deuxièmement, que le fait qu'on ait pris, j'allais dire, la copie, ou en tout cas quelques éléments plutôt extérieurs, manifestation bleue, la façon de parler, le fait de chanter la Marseillaise, le fait d'avoir un drapeau tricolore, etc., n'a donné qu'une apparence. Mais en réalité, je crois, et je le dis en toute sincérité, je crois que le mouvement que nous avons initié va se poursuivre profondément. Parce que si actuellement nous sommes dans un creux de vague, la France est dans un creux de vague actuellement, qui tient d'une part au fait que l'élection présidentielle a provoqué d'abord un grand intérêt. Contrairement à ce qu'on peut penser, la France n'est pas dépolitisée du tout. Deuxièmement, chez certains, un grand espoir. Et troisièmement, aujourd'hui, au moins des interrogations, pour ne pas parler de déception certaine. Donc, il est clair que psychologiquement, nous allons nous retrouver assez vite dans une situation où ce que nous avons initié va revenir à l'ordre du jour. Et il faudra bien entendu que nous poursuivions nos actions. Et si je me permets de recommander l'ouvrage que nous avons publié, je le montre à nouveau, La Révolution bleue est en marche. Si je me permets de le faire, c'est tout simplement parce que ceux qui ne l'ont pas lu
nous verrons que nous avons analysé les causes, d'une part, de la stagnation française et de la crise française très grave que traverse notre pays, et en même temps, nous avons tracé des voies. Le programme qu'il faut mettre en œuvre est un programme qui figure dans cet ouvrage. Bon, naturellement, ce n'est pas un ouvrage de caractère cumulatif. Il ne s'agissait pas de détails. Voilà, mais nous avons tracé les grandes lignes et nous sommes parfaitement capables, bien sûr, d'entrer dans le détail. Nous l'avons fait à d'autres occasions et ceux qui vont sur nos sites savent très bien que nous avons développé toute une série d'idées très précises sur la manière de réformer. Mais je crois que le grand pari actuellement en France consiste finalement à essayer de sortir de cette espèce de situation de non-politique, parce qu'il ne se passe rien, et d'aller vers des solutions politiques. C'est là que nous nous heurtons au problème des médias. Alors là, je dois dire très franchement, et je l'ai écrit dans mon dernier article, il s'agit vraiment de non-assistance à pays en danger. Je crois que les médias actuellement font un travail, plutôt ne font pas un travail qui a des conséquences très graves sur l'état d'esprit des Français et sur donc l'avenir de notre pays. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, vous avez raison, la responsabilité des médias est très forte. Et cet été, j'avais acheté le Canard enchaîné parce que il se trouve que c'est dans la presse de gauche qu'il y a une critique du gouvernement actuel et de Nicolas Sarkozy. Donc, même s'il propose des solutions qui sont erronées, au moins il pointe le fait que ce n'est que du vent et de l'apparence et des prises de position devant les caméras qui ne sont pas suivies des faits. Et ils avaient fait un article sur le duel des journaux TV de 13h et de 20h entre TF1 et Antenne 2, et ils avaient repris tous les sujets. Et c'était absolument extraordinaire parce que c'était la pêche à la palourde à l'île de Ré, la pêche à la sardine à Marseille, sur les côtes méditerranéennes, plus des faits divers. Et il n'y avait aucun sujet politique, ni sur le service public, ni sur les chaînes de service public, ni sur les chaînes de TF1, sur la chaîne TF1. Et là, on est dans l'absence complète d'analyse. En fait, ils se sont débarrassés beaucoup des gens. Les journalistes n'ont pas été sélectionnés sur leur capacité intellectuelle. Bien sûr, ce sont des gens qui, en général, sont brillants, s'expriment parfaitement bien, mais ce sont soit des gens qui n'ont pas la capacité d'analyse, soit des gens qui n'ont pas le courage de dire ce qu'ils croient. Et vous les connaissez comme moi, vous en avez rencontré beaucoup. Vous aviez très bien dit dans notre livre « La Révolution bleue est en marche » que les médias avaient cette responsabilité énorme de taire les vrais problèmes. Et j'en prendrai pour exemple la commémoration du 11 septembre pour le 6e anniversaire. L'article du Figaro était affligeant. C'était une longue guerre mondiale contre la terreur. Et on évitait soigneusement de parler du problème que pose le 11 septembre. Le problème, c'est l'islam. Il n'y a qu'un seul homme politique qui a osé en parler, c'est Philippe de Villiers, en disant que le terrorisme est issu est issu de l'islamisme et l'islamisme vient de l'islam. Et ça, il l'a dit, il l'a redit, tout le monde le sait. Et tout le monde sait que si ce n'était que des mouvements terroristes, genre terroristes basques, irlandais ou autres, ça ne poserait pas le même type de menace que les attentats du 11 septembre, ceux de Madrid, ceux de Londres, etc. Et donc l'absence complète d'analyse de la dimension musulmane, les seules questions posées par France Inter, c'était les musulmans sont-ils victimes de racisme aux États-Unis après le 11 septembre? Mais ce n'était pas du tout est-ce que les musulmans reconnaissent qu'il y a dans leur religion des ferments de violence, de terrorisme là, il n'y a aucun débat sur ce sujet. Donc, alors que c'est un sujet fondamental, et d'autant plus fondamental dans un pays comme la France qui a le plus fort pourcentage d'immigrés musulmans ou de Français musulmans de toute l'Europe et de tout l'Occident. Donc c'est une question que le Figaro aurait dû poser, qu'il ne pose plus, alors que Nicolas Sarkozy l'avait posée quand même entre les deux tours de la campagne électorale pour récupérer ce qui restait des électeurs du Front National qui n'avaient pas pris au premier tour. Et donc, encore une fois, ça illustre l'absence de réflexion des journalistes qui ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail critique par rapport aux politiques, et vous avez raison. Sur l'histoire de Fillon, peut-être que François Fillon, qui est un brave garçon,
C'est un gentil garçon, c'est pas un type qui est sot, c'est un type qui n'est pas très aussi charismatique que l'est Nicolas Sarkozy, il n'a pas une personnalité très enthousiasmante, mais c'est un garçon relativement réfléchi, et il n'est pas impossible, c'est vrai, qu'il se dise, après tout, Sarkozy finira par tomber, puisqu'il ne fait rien. Il n'y a plus personne au Parti Socialiste, il n'y a plus personne au Front National, François Bayrou est au milieu de ses 2 députés, il n'y a pas de centre, donc il faut bien qu'il y ait des forces alternatives. Est-ce que je ne pourrais pas éventuellement récupérer l'UMP derrière, me positionner comme recours, Raymond Barre est décédé, Giscard est trop âgé, après tout c'est pas Villepin est englué dans l'affaire Clearstream, après tout son calcul ne serait pas sot. Alors, ces calculs, bien entendu, sont assez éloignés de nos préoccupations véritables, parce que nous sommes partisans d'une réforme véritable, d'une réforme profonde, celle dont la France a besoin, mais nous sommes obligés quand même de tenir compte de l'environnement politique, car on ne peut pas avancer dans une voie sans savoir qui s'y trouve, qui éventuellement sera écarté, qui devra être surveillé de près, etc. Et donc, je crois que ce qui ressort essentiellement de cette analyse que nous venons de faire de la situation économique et politique française, c'est qu'il y a déjà une forme de vacance du pouvoir, que les Français la ressentent. Alors, bien entendu, on va nous dire peut-être que nous anticipons, que nous allons... Mais après tout, c'est notre rôle. C'est notre rôle d'essayer de voir un petit peu plus loin dans la mesure du possible. Et je crois que réellement, cette vacance du pouvoir va se sentir de plus en plus dans les semaines et les mois qui viennent, et qu'elle va probablement donner lieu à un certain nombre de mouvements que je qualifierais de vérification. La France est actuellement dans une phase de vérification. Alors, que faut-il vérifier? Eh bien, nous allons vous le dire dans quelques instants, après que nous aurons marqué une brève pause technique. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons donc le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Jean-Christophe Moudic. Nous avons, pendant la première partie... Rebonjour. On n'est jamais trop poli, Jean-Christophe. Et puis imaginez que les téléspectateurs visionnent l'émission en 2 fois. Oui, alors il faut dire bonjour à chaque fois. Bonjour à chaque fois. Oui. Donc, nous avons, au cours de cette première partie, fait en sorte de balayer aussi largement que possible l'éventail économique et politique de la France, et nous avons terminé cette première partie en parlant du problème des médias. Alors, je dois faire quand même une constatation, c'est que, quoi qu'on pense de l'action qui est la nôtre, et quoi que quelques couvertures qu'on lui assure dans les médias, il y a un certain nombre de médias qui ne devraient pas nous négliger. Je veux dire que ceux qui ont une clientèle de droite affirmée, qui savent très bien que nous ne nous battons pas pour nous-mêmes, il n'y a dans nos actions aucune espèce d'ambition personnelle. Certains pourraient en douter en disant comment ça, pas l'ambition personnelle? Eh bien, si, pourtant, car nos situations personnelles n'indiquent pas que nous soyons de grands bénéficiaires de nos actions politiques, à la différence d'un certain nombre de personnes. Mais bon, je le dis en passant parce que il y a certaines choses qui sont parfois bonnes à préciser. Toujours est-il que on peut noter, moi je peux faire des comptes très, très facilement, en pointant certains médias qui devraient au moins parler de nos actions, qui ne sont quand même pas négligeables, si on pense en particulier tous les gens qu'on a pu réunir au cours de nos manifestations, de nos cafés politiques, de l'action que je mène avec le MLPS sur les affaires de sécurité sociale, etc., et du nombre important de gens qui nous ont rejoints. Eh bien, ce véritable blocus, cette censure systématique, est le fait de gens dont j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'ils la manifestent de cette manière. Alors vous allez me dire que je suis peut-être d'une naïveté confondante, mais voilà, je crois qu'on est en fait dans un système, car je ne suis malgré tout pas si naïf que cela, et je crois avoir compris quand même dans quel système nous vivons. Nous sommes dans un système où les gens ont peur. Alors, des journalistes qui nous disent en privé qu'ils sont favorables à nos idées et qui même parfois le disent dans des articles qu'ils publient ailleurs que sur leur support habituel, se disent, mais j'ai une situation qui est correcte, parfois même bonne, et si je donne crédit et soutien même éventuellement à des actions qui visent à changer de système, tous ceux qui vivent de ce système vont tomber dessus, et je vais me retrouver au chômage. Donc, comme actuellement la presse ne va pas bien, puisqu'il y a la concurrence d'Internet, il y a le fait que la crise économique a réduit la publicité, et que par conséquent les journaux n'ont pas autant d'argent qu'ils aimeraient en avoir, les journaux, les radios et les télévisions. Et donc, il y a une espèce d'attitude de crainte qui se manifeste par, là aussi, le syndrome de la couette. C'est-à-dire que dans leur bureau, ils ont installé une petite couette,
Alors, je veux croire qu'ils ne regardent pas que le rugby, il leur arrive aussi de regarder des informations, ou de lire des rapports, mais enfin, ça se traduit quand même par le fait que les actions qui visent au vrai changement sont désormais tues, et ça, c'est un phénomène qui m'inquiète énormément. Alors, je suppose que vous-même, vous l'avez fait depuis longtemps aussi, cette analyse. Oui. Moi-même, j'avais publié des articles dans la revue des Deux Mondes sur la France qui tombe, sur la guerre mondiale contre l'islamisme, et ça m'a valu d'être banni de l'ensemble des médias en France sur tous les sujets. À la limite, ils auraient pu me dire, écrivez dorénavant sur devenez critique gastronomique, mais non, c'est une omerta complète quand vous osez dire des choses qui dérangent, et donc on vous prend plus au téléphone, voilà, on coupe complètement tous les ponts parce que vous avez dit quelque chose qui est potentiellement explosif. Et quand on leur fait remarquer, ils se vexent. Oui. Ça, je ne sais pas si vous avez observé, mais leur susceptibilité est à la mesure de leur lâcheté. Oui, et de la faute qu'ils commettent, et qu'ils savent commettre. Donc, c'est un tableau qui me fait beaucoup penser au climat qui pouvait régner dans certains pays de l'Est. Je me rappelle d'un voyage que j'avais fait en Tchécoslovaquie à l'époque du printemps de Prague. C'était déjà le printemps de Prague, et pourtant, je peux vous garantir que le printemps ne brillait pas beaucoup. Et je me souviens d'une halte qu'on avait faite, nous étions en voiture, d'une halte que nous avions faite dans un restaurant, et en entrant dans le restaurant, il y avait un silence total. On n'entendait que le bruit des fourchettes, et encore un bruit très assourdi. Et les gens ont vu que nous étions français, nous parlions en français, et il y avait des regards qui se dirigeaient vers nous, etc. Et à un moment, un homme s'est levé, est venu vers nous et nous a parlé. Il a fait preuve d'un très très grand courage. Et donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu, parce que nous sommes partis, mais je ne serais pas étonné qu'il lui soit arrivé quelques ennuis. Mais ce chuchotement, ces regards en dessous, qui n'étaient pas sournois, mais qui étaient inquiets, tout cela me fait singulièrement penser, ou plutôt la situation actuelle de la presse française vis-à-vis des vrais problèmes, me fait beaucoup penser à ce climat des pays de l'Est. Alors évidemment sans les miradors, les barbelés, etc. Mais c'est des barbelés moraux et des miradors qui, sans être faits de bois ou de fer, existent réellement. Donc il y a quelque chose d'extrêmement grave, et c'est pour ça, parce que nous sommes dans une situation de type soviétique en France, ça on ne peut pas le nier, que les événements qui se préparent auront forcément un caractère qui sortira de la réforme habituelle des pays démocratiques. Ben, c'est ce que je pense en tout cas. Oui. Vous avez raison d'employer le terme soviétique, c'est un terme qui m'est cher, et je pense qu'effectivement il y a un caractère soviétoïde dans la société française, et vous parlez fort bien de cette comparaison. Il n'y a pas de barbelés, il n'y a pas de gardien de camp, mais à la limite c'est beaucoup plus sournois. Parce que moi, un gardien de camp, on arrive à visualiser, on sait qu'il y a des prisonniers politiques, on sait qu'il y a des goulags, on sait qu'il y a des tortures, donc on sait qu'il y a un ennemi, et du coup les gens sont méfiants. Alors que là, on ne les voit pas. On se dit, tiens, ah bon, il y a la Révolution bleue, mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Je n'en ai jamais entendu parler. Oui, il y a un barrage médiatique, on n'en parle absolument pas. Et donc là, c'est une situation de pays totalitaire. Alors, ça commence à inquiéter, parce qu'il y a un tel monopole de Nicolas Sarkozy, on en parlait tout à l'heure, en fait, il a tout tué autour de lui, il n'y a aucune tête qui ne surnage, y compris à l'UMP. Citer un nom qui surnage à l'UMP, il n'y en a pas un. Et donc, tous les ministres sont ses collaborateurs, sont ravalés à des rangs de sous-secrétaires d'État, n'ont aucun rôle. Donc là, pour lui, il y a quand même un risque, et pour le système dans son ensemble, quand plus aucun média ne dit, par exemple, le jour où on a eu un taux de croissance très faible, on a su 0,3% de croissance, c'était une grosse déception, c'était la moitié de ce qu'on attendait, eh bien, ni TF1 ni Antenne 2 n'ont repris ce chiffre dans leur journal télévisé, pour ne pas gêner le pouvoir. C'est quand même dingue, on peut quand même dire,
il y a 0,3% de croissance, c'est une déception, et dire mais ce n'est que reculer pour mieux sauter, on fera 0,9 le coup suivant, on peut encore raconter n'importe quoi pour relativiser la chose, etc. Raconter n'importe quoi, ils savent faire, oui, il n'y a pas de problème, voilà. Ils ne sont pas en peine. Mais ils n'osent même pas donner cette information. Ils n'osent même pas donner cette information. Et le gouvernement dit, voilà, nous allons avoir 2,25% de croissance au mieux, 2,5% peut-être, etc. Tous les organismes de statistiques internationaux, que ce soit le CDE, le FMI, l'Union européenne, disent qu'on va faire moins de 2, qu'on est à 1,8, peut-être moins. Et donc ça veut dire qu'on a des déficits qui sont les plus forts de l'Union européenne. Rappelons-le, la France était le pays qui avait le plus fort taux de chômage, le plus fort taux de déficit de l'Union européenne et peut-être le deuxième plus faible taux de croissance de l'Union européenne à 15 au moment de l'élection. Et donc les Français ont revoté pour une équipe, l'UMP, qui avait mis la France dans de mauvais draps. Et bon, ça n'aurait pas été mieux si elle avait voté pour le PS, ça aurait probablement été pire. Mais nous avons des performances très faibles et qui sont à la hauteur, je crois, de la qualité de la classe politique française et de son absence de courage. Donc là, les événements qui se préparent, le gonflement des déficits sociaux qui ne peuvent que se gonfler en raison même du fait qu'il y a une immigration qui est énorme, qui n'est absolument pas à stopper. Alors là, on parle d'empreinte génétique, mais attention, ce sont les demandeurs d'asile eux-mêmes qui pourront dire mais si c'est bien mon cousin ou c'est bien ma fille. D'ailleurs, je le prouve par une analyse génétique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de fraude. Ça pourrait être l'État français qui dirait voilà, je veux un test génétique de votre fille pour bien la faire venir dans le cadre du regroupement familial. Pour que ça se sache. Donc c'est pas du tout ce dont il est question. C'est uniquement pour pouvoir accélérer l'immigration de certains dont le dossier est bloqué par l'administration. Donc c'est pire. Et les Français pensent, oh là là, il a prononcé le mot de test génétique. Ils croient que c'est quelque chose qui va gêner l'immigration alors que ça va la favoriser. L'immigration choisie, ça va se rajouter à l'immigration subie. Mais les Français sont persuadés, maintenant on va choisir notre immigration. Mais pas du tout. On ne refoule personne aux frontières. Très peu. Et donc les Français, sur tous les sujets, se leurrent de mots et ne vont pas au-delà, ne regardent pas les actes. C'est très très étonnant et comme vous le dites, ça se traduira de manière différente. S'il n'y a pas de possibilité de réforme dans ce pays, alors ça sera par une révolution. Ça sera de manière violente. Le jour où la France aura fait faillite, c'est même le titre du livre de Philippe Jaffray, décédé récemment, des suites d'une longue maladie, comme disait le communiqué. Et c'est parce qu'il était, alors que c'est un homme du système, parce qu'il était malade, il se savait en fin de vie, qu'il a publié un livre pour décrire l'avenir de la France. Et l'avenir de la France, c'est un avenir du type de celui de l'Argentine, avec un État qui fera faillite parce que rien n'est fait pour freiner l'augmentation de ses déficits publics et sociaux. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'au début, on nous a dit Nicolas Sarkozy impressionne toute l'Europe, c'est le nouveau leader européen. François Dorcival a développé cette idée dans Valeurs Actuelles qu'il avait reprise d'intellectuels anglais et américains qui étaient certes de bon niveau, mais qui avaient une totale méconnaissance du problème français et ne comprenaient que ce qu'ils lisaient dans le Wall Street Journal ou à peu de choses près. Ils ne parlaient pas le français, donc c'est très difficile de comprendre la situation française en la voyant de loin. Mais Nicolas Sarkozy n'est pas attendu comme un messie au niveau de l'Union européenne. D'ailleurs, il a des problèmes avec le plus gros pays de l'Union européenne et le plus riche qui est l'Allemagne. Et Angela Merkel et le ministre des Finances de l'Allemagne sont vent debout contre Nicolas Sarkozy, qu'il considère comme étant un bluffeur. Et la France était engagée à réduire ses déficits publics et sociaux. Rien n'est fait pour le faire, pour l'instant. Ces déficits s'accroissent. Avec la baisse de la croissance, ces déficits vont s'accroître. Avec la hausse des taux d'intérêt qui est aujourd'hui calmée, mais ces déficits sont de plus en plus lourds à financer. Et donc ça accroît matériellement le déficit puisqu'on paye de plus en plus en charge de l'emprunt, en intérêt. Eh bien, les Allemands sont furieux. Et il faut comprendre que les Allemands ont fait des réformes, qu'eux ont mis en place par exemple la TVA sociale, qui est une bonne idée si on supprime des charges par ailleurs sur les entreprises, d'autant que la consommation que les produits payés dans d'autres pays
finance la protection sociale, c'est un calcul qui est intelligent, globalement. Enfin, je ne dis pas dans le détail, il vaut mieux ne pas augmenter les taxes. Dans le détail, ça maintient un système qui de toute façon n'a aucune chance de s'en tirer. Enfin, pour les gens du système, ça peut être une bonne solution. Ça peut être une bonne solution. Et donc l'Allemagne a procédé à des réformes fortes. Ils ont un excédent budgétaire pour le premier semestre de l'année 2007. Ils sont excédentaires, 0,1% du PIB, mais enfin ils ont la charge de la réunification, ils ne sont pas déficitaires et ils ont une croissance qui est forte et un appareil de production qui est extrêmement performant puisqu'ils inondent la planète du Made in Germany, alors que nous, toutes nos usines partent, ferment, se délocalisent et on encourage même les sous-traitants de Peugeot, M. Christian Streff encourage les sous-traitants de Peugeot à se délocaliser. Donc c'est un phénomène qui va être extrêmement rapide et extrêmement violent. Et donc nous sommes à la veille d'événements dramatiques, parce que le jour où la France sera faillite et qu'il n'y aura plus d'argent pour payer les retraites, les fonctionnaires, etc., ce sera absolument dramatique. Et ce jour-là, les Français vont découvrir qu'on leur a masqué des réalités. Et il est probable qu'il y aura des réactions violentes, probables, mais pas certains. C'est ce sur quoi compte le pouvoir. Alors, venons-en maintenant à la Turquie, à la fois à la limite ou à la frontière des problèmes nationaux et internationaux. L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne avait été refusée dans la campagne électorale par M. Sarkozy, qui considérait qu'elle n'avait pas sa place dans l'Union européenne, mais qu'elle pouvait être partenaire privilégié et éventuellement s'insérer dans un ensemble méditerranéen à définir, mais qui substantiellement serait composé par les pays qui bordent la Méditerranée. C'était la position qu'il a prise et qui figure dans ses engagements. Or, cet engagement a d'ores et déjà été rompu. Il a été rompu en particulier à l'occasion de la conférence qu'a faite aux ambassadeurs le président de la République. Il a déclaré que finalement, si l'Union européenne était d'accord pour constituer un comité des sages d'une douzaine de personnes qui réfléchiraient à l'avenir de l'Europe et à ses frontières, alors il pourrait repousser le moment où la France exprimerait son avis négatif. C'est-à-dire on continue à négocier. Et on va négocier comme ça pendant certainement très longtemps. Et là où il n'avait montré que le bout d'une oreille, Jean-Pierre Jouyet vient, lui, de tirer l'ensemble de l'oreille au grand jour, car il a déclaré devant la commission Balladur que finalement ce référendum que Jacques Chirac avait fini par promettre et par faire inscrire dans la Constitution, et selon lequel l'entrée de tout nouveau pays dans l'Union européenne, et singulièrement de la Turquie, car c'est elle qui a donné naissance à cette modification de la Constitution, serait soumise à un référendum. Et M. Jouyet, avec l'aval de l'Élysée, précise la presse, a déclaré que finalement cette disposition n'était pas utile, qu'il valait mieux laisser le président de la République juge d'en appeler au référendum ou pas. Ce qui signifie que M. Sarkozy a d'ores et déjà accepté l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Alors là, on arrive vraiment à ce qu'on pourrait qualifier de point de rupture, parce que d'abord, il s'était engagé dans le sens inverse, et deuxièmement, c'est quand même un aspect majeur, l'entrée de 80 millions de Turcs et de 100 millions de turcophones dans l'Union européenne, qui en fera des citoyens de l'Union européenne, va bouleverser totalement la donne, et là, nous sommes dans un avenir qui ne peut qu'émouvoir, je crois, l'ensemble des Français et l'ensemble des Européens, car ils seront tous logés à la même enseigne. Alors là, on est vraiment face à une situation qui va appeler, je crois, là encore, des vérifications et des révisions déchirantes. Ah oui, et on ne voit pas très bien d'ailleurs comment on va pouvoir se sortir de ce problème turc, parce que l'intégralité ou presque des élites politiques européennes sont favorables à cette intégration. Alors que l'intégralité des peuples d'Europe sont hostiles à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, l'intégralité de leurs élites y sont favorables, et c'est donc qu'il y a un décalage qui n'est pas unique en France. Alors en France, comme toujours, nous sommes dans l'excès, il y a un côté paroxystique, c'est là où il y a le plus fort décalage, mais c'est un problème pour l'ensemble de l'Union européenne, et on ne voit pas comment ce continent pourrait résister à l'islamisation
si on fait rentrer 180 puis et potentiellement 180 millions de musulmans supplémentaires au sein de l'Union européenne. C'en est fini de la chrétienté, de la laïcité et je dirais de la démocratie et d'une société développée, puisque la démocratie turque est une gigantesque farce. Il y a des coups d'État militaires régulièrement et on sait et de la même façon sa laïcité est une farce également. Il y a une religion d'État et une seule forme d'islam qui est acceptée et toutes les minorités chrétiennes et autres ont été exterminées ou ont été obligées de partir. Donc il n'y a plus d'analyse au niveau historique et là encore Nicolas Sarkozy trahit une de ses promesses. Donc les électeurs de Nicolas Sarkozy qui y ont cru, ceux qui se disaient après tout ce sera un nouveau Chirac, continuons à voter pour le système, bon, ils n'ont pas été trompés, mais ceux qui ont vraiment cru au discours de rupture, et c'est sur ça qu'il a fait la différence, ceux-là sont clairement trahis. Ils ont été trahis dès le départ, lorsque on a vu les dirigeants des syndicats de gauche étudiants sortir avec un sourire grand comme une banane de l'Élysée pour dire qu'ils étaient rassurés par les projets d'autonomie des universités. Dis-moi qui tu rassures, je te dirai qui tu es. Voilà, bon, si c'est pour les voir sortir avec des grands sourires comme ça, on savait que Nicolas Sarkozy avait trahi ses promesses et que les syndicats de gauche continueraient à diriger l'ensemble des structures étatiques françaises, à commencer par l'éducation, qui est le point central, clé, c'est la fabrique à crétins, suivant l'expression de Jean-Paul Gossevitch, issu de l'éducation nationale, lui-même enseignant. Les Français sont crétinisés et la gauche, d'ailleurs, Claude Allègre le dit très bien dans son livre, il dit nous avons favorisé la population enseignante, nous sommes, le Parti Socialiste est le défenseur de la corporation des enseignants, plus de 50% des gens qui intègrent Normal Sup, Polytechnique ou l'ENA ont des parents enseignants, donc ils ont mis l'éducation nationale à leur disposition, et c'est un système qui ne sélectionne plus les bons, mais permet aux enfants d'enseignants d'accéder aux plus hautes responsabilités et aux privilèges. Et donc ça, c'est quelque chose de dramatique. Donc il a trahi sur l'école, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a aussi trahi sur le service minimum, puisqu'il avait annoncé lors d'émissions télévisées en disant « je maintiendrai 2 heures de transport le matin et 3 heures le soir pour que les travailleurs puissent aller à leur travail et revenir de leur travail, et pendant ces 5 heures, il ne pourra pas y avoir de grève ». Au final, qu'est-ce qu'on a? Les syndicats sont juste obligés de déclarer le fait qu'ils vont se mettre en grève, et il y a un vote au bout de plus d'une semaine, 8 jours, 8 jours mais en général les grèves durent rarement 8 jours, pour éventuellement continuer la grève. Donc c'est une mesurette qui n'a rien à voir avec ce qu'il avait annoncé. Les gens s'en satisfont, ceux qui s'en satisfont ont tort. Nicolas Sarkozy recule surtout, et sur la Turquie, c'est probablement là la plus grosse trahison qui soit, et c'est celle que les Français paieront le plus cher, parce que ces gens-là, notre système social fuit de toutes parts. Plus on charge la barge d'immigrés, ce sont des gens qui, quand ils viennent, ne peuvent pas trouver de travail. Les Français ont du mal, et les autres tout autant, en tout cas les travaux déclarés. Et donc ils coûtent, il faut des logements sociaux, on voit qu'ils réclament des logements sociaux. Et c'est une ministre sénégalaise, qui est ministre de la France, qui va, lorsque la police expulse des squatteurs, sur décision de justice, va dire qu'elle s'oppose à cette décision de justice et va leur apporter son soutien. Donc c'est-à-dire que les gens les immigrés favorables à une immigration de masse sont au sein même du gouvernement de M. Sarkozy et favoriseront de toute façon cette immigration. Donc c'est une trahison de l'électorat qui, pour l'instant, n'en a pas pleinement conscience, mais peut-être que cette prise de conscience se renforcera dans les semaines à venir. Alors, en tout cas, c'est l'espoir qu'on peut former, car la prise de conscience est quand même, qu'on le veuille ou non, le début de l'action. Il n'y a pas d'action sans prise de conscience, et actuellement, il faut bien reconnaître que les médias, on en a parlé largement, les hommes politiques et les citoyens, qui finalement ne s'expriment pas beaucoup, contribuent à cet affaissement de la vie publique française, qui est un grand danger, car lorsque la crise, la vraie crise, la grande crise va éclater,
on ne va pas se trouver dans une période de réflexion. La réflexion, c'est avant qu'il faut l'avoir. Quand il y a une crise, où que ce soit, et de quelque nature que ce soit, elle est violente, elle est parfois même brutale, et ce ne sont pas des solutions raisonnables qui l'emportent. En général, ce sont des solutions de passion, des solutions de colère, donc ce ne sont pas des solutions. C'est pour ça qu'il faudrait actuellement, et c'est pour ça que je suis aussi sévère et que vous l'êtes aussi envers ceux qui sont chargés de porter la parole publique, c'est maintenant qu'il faudrait se dire, bon, sans faire de procès à M. Sarkozy, bon, nous le critiquons parce qu'il s'est engagé à faire certaines choses qu'il ne fait pas, mais notre objectif n'est pas de lutter contre M. Sarkozy ou contre quiconque. Notre objectif, c'est que les vrais problèmes soient posés et réglés. Or, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera plus, et là, nous serons en grand danger. Oui, d'autant que Nicolas Sarkozy n'est pas plus coupable que les autres hommes politiques de la classe politique française. On peut dire même qu'il a brisé certains tabous au niveau linguistique, au niveau de l'expression orale, et que pour ça, il faut quand même lui en savoir gré. Alors certes, c'était pour être élu qu'il a brisé ses tabous, mais enfin, il l'a fait quand même, là où Jacques Chirac ne faisait strictement rien. Il est certain que la différence entre les rois fainéants, les deux rois fainéants que nous avons eus avant, joue aujourd'hui en faveur de Nicolas Sarkozy et explique l'attentisme de la population. C'est vrai que les années Mitterrand avait un cancer dès le début de son mandat, c'était un problème qui l'obsédait. Sur le second mandat, il n'a pratiquement rien fait et ça devenait vraiment extrêmement pénible pour lui. Donc c'était un roi fainéant qui ne faisait rien, même si c'était quelqu'un de très cultivé, c'est pas une critique de son intelligence. Et ensuite, nous avons eu Jacques Chirac pendant 12 ans, qui lui non plus n'a rien fait. Alors, c'était deux personnes qui étaient âgées et qui n'avaient pas d'idée, pas de conviction, donc il ne s'est rien passé. Alors là, on a un président de la République plus jeune qui se montre beaucoup, et du coup les gens se disent, bon bah au moins il a de l'énergie, il faut un minimum d'énergie et la volonté de réformer pour pouvoir faire passer ces réformes. Sauf que comme il ne fait passer aucune réforme, même rapidement on s'apercevra que c'est un bluff et que la situation va se dégrader. Et ça, je pense qu'il y a une dégradation qui continue à se produire, qui va être très grande en termes de pouvoir d'achat, puisqu'on voit que le niveau du baril de pétrole ne cesse de croître. Il est à $80 le baril avant d'être entré dans la période hivernale où on va consommer beaucoup de pétrole pour se chauffer. Et ensuite l'intégralité des matières premières alimentaires vont augmenter très fortement, entre 5 et 10% pour le blé, les pâtes, même le vin. Enfin, il y a des augmentations, le lait, le beurre, tout va augmenter entre 5, 10, voire pour certains aliments 25, 50%. Ça va être un choc pour les Français qui ont déjà du mal à se loger. Les logements sont hors de prix, et en gros, si on n'est pas bénéficiaire d'un logement social, c'est quelque chose de dramatique. Et là, maintenant, leur niveau de vie va être renié non seulement dans leur capacité à se loger, mais dans leur capacité à se nourrir. Il y aura un moment où ce sera dramatique. Et on peut y ajouter la douche sociale qu'ils vont prendre, car il y a 12 milliards de déficit de la sécurité sociale, sans compter les déficits antérieurs, et que pour l'instant, le seul plan qu'a pu mettre en œuvre le gouvernement préparé vise 750 millions d'économies. On est très loin du compte, et on va évidemment subir des hausses de cotisations très importantes. Je vous rappelle, pour terminer, que vous pourrez retrouver une partie de nos propos dans La Révolution bleue est en marche, un ouvrage que nous avons publié ensemble aux éditions François-Xavier de Guibert il y a à peine un an. Et maintenant que cette émission est terminée, il me reste à vous remercier, Jean-Christophe, de nous avoir éclairé de vos réflexions. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Soyez heureux, portez-vous bien, à bientôt, et vive la France.